Bonjour à tous, Bonjour. bonjour Ronan Calin, très heureuse de vous recevoir, même à distance, mais grâce à Bertrand, tout est bon. Et puis Eric et Jean-Étienne, Voilà, je suis très très bien. heureuse de vous recevoir à la chaire de philo à Clermont, où nous avons fait une ratée l'année dernière, mais voilà qu'elle est rattrapée. Et Et voilà, tout puis, à fait. dans quelques minutes, on va pouvoir commencer, mais déjà, voilà. Si vous voulez bien nous dire ce que vous faites plus particulièrement, parce que c'est quand même très particulier, c'est des choses que tout le monde n'a pas l'habitude d'aborder. Et effectivement, c'est pour nous déjà, rien que ce que vous faites, un premier mystère. Voilà. Bien sûr, je vais répondre à toutes ces questions. Ça vous va? Vous m'entendez, moi, convenablement dans la salle? Oui, parce qu'on a juste un petit écran en plus de la... Ah. En fait, les personnes dans la salle ne vous verront pas projeté sur grand écran. C'est pas C'est grave. moi qui vais vous... Voilà, si ça vous C'est dérange très bien pas. comme ça. L'essentiel, c'est qu'on vous entende, qu'on vous voit et on vous enregistre pour vous réécouter par ailleurs. Et je Oui, remercie beaucoup Bertrand de toute cette organisation. très bien. Écoutez, je vais d'abord répondre à la question que vous me posez, à savoir qu'est-ce que je fais ici, même si on se la pose tous à un certain moment. Alors moi, je suis philosophe, j'enseigne à l'université Paris 1. Je ne sais plus quel poète allemand disait que les philosophes étaient des poètes qui avaient raté leur vocation. Moi, je suis un médecin qui a raté sa vocation, Ah, puisque je suis issu de famille de médecins, que j'ai fait des études de philosophie et que j'ai voulu rejoindre des études de médecine sur le tard. J'ai suivi des staffs de neurologie et de psychiatrie pendant ma thèse de philosophie. Et c'est une période où le doyen de la faculté de médecine ne délivrait pas encore d'autorisation de passage en deuxième ou troisième année pour les doctorants et agrégés de philosophie, ce qui entre-temps d'ailleurs a été ouvert, hein, puisque j'ai mm, plein de mes anciens élèves qui ont fait ça. Et je dois vous avouer que comme j'avais 25 ans, je me suis un peu lassé en me disant que s'il fallait tout reprendre depuis le début, mm. ça allait être un peu long. Donc j'ai poursuivi malgré tout en histoire des sciences médicales, parce que j'ai fait ma thèse sur le concept de sensation, Ah oui. généalogie du concept de sensation, qui était une histoire de la physiologie au 16e, du 16e au 18e siècle, physiologie et psychologie du 16e au 18e siècle. Et j'ai été recruté après cette thèse à Paris 1 en histoire des sciences, à la fois histoire des sciences médicales et histoire des sciences humaines, donc où j'y enseigne. Je tiens un séminaire avec un collègue, Mathieu Frère-Jouan, d'histoire de la psychiatrie, psychologie clinique et psychanalyse. On va lancer l'année prochaine un séminaire plus élargi avec mon collègue Denis Forest, qui est spécialisé en histoire de la neurologie, sur un programme de 2 ans sur les philosophies de la psychiatrie. Et par ailleurs, moi, j'enseigne l'histoire de la psychologie clinique et de la psychanalyse, l'histoire de la sociologie, l'histoire de l'économie, et beaucoup dans le domaine germanique, puisque je salue Charlotte, on s'est retrouvé dans ce domaine-là aussi, puisque une des langues que je maîtrise, c'est l'allemand, et un des domaines que je maîtrise un peu, c'est le 18e et 19e allemand. Voilà pour la Très bien, présentation générale. très bien. Alors, je ne vais pas vous parler d'un Allemand, Mm. je vais vous parler d'un Suisse anglais, en fait, parce qu'il est effectivement, Benjamin Ball est né en Suisse et qu'il est né de père anglais, qui essentiellement a enseigné, étudié à Paris et a occupé le premier la chaire donc, de clinique des maladies mentales à Sainte-Anne. Ah oui. Et je vais m'intéresser en particulier à une conférence qu'il a proposée, qui s'intitule Les frontières de la folie. C'est ce que je vous avais proposé comme Mm. sujet. C'est pas simplement une adresse au psychiatre, hein, c'est une adresse à tout médecin qui est intéressé par cette question du continuum de la raison et de la folie. Donc, Les frontières de la folie, c'est un titre resté célèbre, d'ailleurs, qui a été réutilisé après lui par d'autres médecins. Bonjour. Il a été utilisé notamment par Alexandre Keller et quelques autres, qui étaient directeurs de l'asile de la Grimaudière, qui a lui aussi repris un livre qui s'intitulait Les frontières de la folie. C'est le titre donc de cette leçon professée par Benjamin Ball le 19 novembre 1882 à l'asile de Sainte-Anne, dans cette chaire, donc dans le cadre de cette chaire
de clinique des maladies mentales et de l'encéphale, qu'il occupe à l'époque depuis 3 ans. C'est une chaire nouvelle, hein, c'est la première chaire universitaire donc, de clinique des maladies mentales et de l'encéphale à Paris, une chaire longtemps disputée, puisque pendant 2 ans, en fait, il a été question de ne pas retenir Benjamin Ball sur cette chaire, et que Ball inaugure finalement le 16 novembre 1879 avec une leçon d'histoire de la médecine des maladies mentales, restée elle aussi célèbre par son ouverture. Je me permets de vous lire cette ouverture qui est très belle. Messieurs, il n'y avait que des hommes à l'époque dans les facultés de médecine. On demandait un jour au vieux doge de Gênes, contraint par Louis XIV de venir s'humilier à Versailles, ce qui l'étonnait le plus dans la cour du grand roi. C'est de m'y voir, répondit-il. Je pourrais à mon tour m'appliquer cette parole, et lorsqu'après une si longue attente, je monte enfin sur cette chaire, dont l'accès semblait m'être à jamais interdit, ce qui m'étonne le plus, c'est de m'y voir. Alors, il y a un motif qui explique les obstacles qui ont été dressés, élevés, non pas tant contre cet enseignement, parce que tout le monde recevait favorablement l'idée qu'on pût dispenser un enseignement de clinique des maladies mentales à l'université, mais contre cet enseignant spécialement, Benjamin Ball. Benjamin Ball n'est pas un aliéniste, n'est pas un médecin des cliniques psychiatriques, c'est un universitaire et c'est un généraliste. À l'époque de la constitution des grandes dynasties d'aliénistes, qui correspond à la première phase de professionnalisation de la psychiatrie, et en l'absence d'un concours de recrutement des médecins des asiles, qui ne sera imposé qu'en 1888, donc quelques années plus tard, cette séparation entre psychiatrie universitaire et psychiatrie asilaire, psychiatrie des asiles, reste absolument cruciale dans l'époque. Et c'est donc la raison pour laquelle Ball ne fait pas partie de ce cénacle, il n'appartient pas au cénacle des aliénistes, et les aliénistes ne veulent pas qu'il enseigne cette discipline. Il a pourtant été formé par les meilleurs, formé par mots aliénistes et par universitaires, mais c'est d'abord un professeur agrégé de médecine et un médecin des hôpitaux de Paris, exerçant à l'infirmerie spéciale de la préfecture de police, puis au vieil hôpital Laennec, le nom de ce fameux médecin breton. Ce n'est pas un interne des asiles aliénés, il n'appartient pas à cette famille, il n'appartient pas à cette caste, et c'est sa double qualité d'agrégé et de médecin des hôpitaux de Paris que Charcot, lui-même successeur de Vulpian sur la chaire d'anatomie pathologique, a mis en avant lorsqu'il rapportait favorablement sur sa candidature en 1877, soit 2 ans avant qu'il accède à ce poste. Donc 2 ans de lutte pour Benjamin Ball autour de la simple occupation de cette chaire s'explique par les réticences des gens du métier, des médecins des hôpitaux psychiatriques, à admettre que leur spécialité soit dispensée par un généraliste digne d'une chaire de pathologie générale, mais pas d'une chaire de pathologie mentale. Or, vous le savez, on peut retourner un stigmate en signe d'élection, c'est la matrice de tous les prophétismes, au bout du compte. Or, le sujet même choisi par Ball, les frontières de la folie, peut être pris comme l'instrument de ce renversement. En effet, la psychiatrie universitaire est la première à déplacer le champ d'exercice de cette nouvelle spécialité médicale hors de l'asile, précisément, et ce n'est pas pour rien qu'elle s'intéresse à ce qui ne relève pas de la séquestration, ce qui ne relève pas de l'enfermement, ou pour le formuler dans des termes qui approchent de notre problématique, au continuum de la raison et de la folie. On dit parfois les demi-fous, enfin on va revenir sur cette qualification. Au continuum de la raison et de la folie, bien plus qu'au principe supposé rigide d'une séparation de l'une avec l'autre. Alors, je vais citer à nouveau Ball dans sa leçon de 1882, donc sur les frontières de la folie. On commence. Pour le public, ou plus exactement pour les profanes qui n'ont jamais franchi le seuil du temple, je veux dire le seuil d'un asile d'aliénés, il semble qu'une ligne mathématique sépare les deux états.
vérité en deçà, erreur au-delà. D'un côté, la folie, de l'autre, le bon sens. En d'autres termes, on est fou ou on ne l'est pas. Ces idées parfaitement simples, mais absolument fausses, sont faites pour plaire aux esprits qui ne voient qu'un seul côté des choses. Aussi comprend-on sans peine la faveur dont elles jouissent et l'empire qu'elles exercent. C'est en s'inspirant de ces notions vulgaires qu'un illustre orateur disait autrefois qu'il suffisait d'une conversation d'un quart d'heure avec un homme pour savoir s'il était aliéné ou saint d'esprit. Permettez-moi, messieurs, de vous rappeler à cette occasion un souvenir historique. Il y a près d'un demi-siècle que le lieutenant-général comte de Larue fut chargé par le roi Louis-Philippe de négocier un traité avec le Maroc pour délimiter les frontières occidentales de l'Algérie. On traça une ligne qui partait de la Méditerranée pour s'enfoncer dans l'intérieur des terres. Mais à partir d'un point donné, on laissa, d'un commun accord, la frontière indécise. Parce que, disaient les Marocains, il n'y avait au-delà qu'un désert inhabité. L'astuce des musulmans avait triomphé de l'intelligence du négociateur français, car nous savons aujourd'hui que sur ce territoire soi-disant inhabité, il existe une population de 600 000 âmes. Il en est de même de cette région située à la frontière de la raison et de la folie, que l'on croit habituellement déserte et qui renferme non pas 600 000, mais plusieurs millions d'habitants. C'est au sein de cette intéressante population que je voudrais vous conduire pour étudier sa physionomie, en examiner les mœurs et en apprécier les caractères. Fin de citation. Donc Benjamin Ball, comme vous le voyez, file la métaphore. De même qu'une frontière en géopolitique n'est d'abord pas simplement une ligne imaginaire, mais bien une zone frontalière, plus ou moins large, plus ou moins longue. De même qu'elle est la résultante d'un acte de volonté auquel peut manquer à l'occasion le discernement qui fait le jugement bon, l'estimation correcte, les frontières qui séparent l'aliéné du saint d'esprit sont le fruit d'une décision des médecins et il y a bien quelque sens à interroger leur propre discernement, leur propre bon sens. Ce qui m'importe, c'est de bien vous faire prendre la mesure du fait que cette question du bon sens des aliénistes dans leur capacité à distinguer qui est fou et qui ne l'est pas, elle leur est d'abord posée depuis l'extérieur de l'hôpital, pas simplement l'extérieur de l'asile, mais l'extérieur de l'hôpital. En effet, le continuum de la raison et de la folie ici mis en scène, spatialisé, n'est pas une conquête de la psychiatrie universitaire sur l'aliénisme. C'est d'abord une objection adressée par la société civile à la médecine elle-même. En d'autres termes, c'est la première manifestation historique, la première manifestation critique, profane, d'une antipsychiatrie qui prend plutôt la forme d'un anti-aliénisme. Un anti-aliénisme dont plusieurs historiens, que ce soit Robert Castel en France, que ce soit Jan Döbigin au Canada, ont su faire la chronique. Quand Ball met au programme de sa conférence la question des frontières de la folie, plusieurs affaires retentissantes ont déjà nourri la remise en cause systématique des asiles et la critique de la folie, ou plus exactement de l'aliénation, comme invention des médecins. Dernier épisode en date dans cette chronique, c'est la fameuse affaire Appert, du nom de ce jeune aliéné sauvagement battu, puis assassiné par le surveillant général de l'asile de Clermont. Alors, ce n'est pas Clermont-Ferrand, je vous rassure, c'est Clermont de l'Oise, un nommé Estoret, donc surveillant nommé Estoret, en mars 1880. Une affaire assez terrible qui a défrayé la chronique. Clermont de l'Oise, c'était l'asile qui était en réalité une fondation privée, mais soutenue par l'État. C'était un asile, c'était le plus grand asile de France à l'époque. Il y avait 1800 aliénés internés. Un asile qui, par ailleurs, avait des contraintes de rentabilité qui pesaient sur lui. La culture du chiffre existait déjà à l'époque. Donc, on faisait travailler les aliénés, et en particulier, on les faisait travailler dans des colonies agricoles, et les surveillants
de l'asile, qui était présenté pourtant comme un asile modèle. Et il est resté au tout début de la Seconde Guerre mondiale, où il y avait 4400 aliénés, hein, le plus grand asile d'Europe à l'époque, hein, Clermont-de-Loise. Eh bien, la plupart des surveillants de ces structures asilaires étaient en réalité quasiment des paramilitaires, hein, des gens qui avaient d'abord officié dans l'armée, et le fameux Estorey en question, hein, un jour de colère, brise le bras d'un aliéné, donc c'est le dénommé Appert, le maltraite suffisamment et le laisse le bras cassé suffisamment longtemps pour que ce bras se gangrène. Cette gangrène pose d'énormes problèmes parce qu'on va être obligé de signaler les mauvais traitements. Pour échapper aux mauvais traitements, Estorey tue purement et simplement l'aliéné, puis il s'enfuit, il est arrêté, etc., etc. Donc l'enquête conclut à l'assassinat. Hein. Le dénommé Estorey, qui s'est constitué prisonnier, est condamné aux travaux forcés à perpétuité. Et cette enquête est l'occasion d'une révélation dans la presse des pratiques de séquestration, de contention et de punition des aliénés par les personnels des asiles, qui contrastent singulièrement avec l'humanisme affiché par les aliénistes eux-mêmes et leur souci au demeurant réel, bien sûr, d'une réforme de l'institution, souci qui faisait de Clermont-de-Loise un asile type, presque un asile idéal. La campagne de presse des anti-aliénistes atteint alors des sommets dans la critique comme dans la popularité. C'est d'ailleurs un travail remarquable réalisé par une de mes collègues, Aude Fauvel, dans des recherches récentes, hein, qui rapporte ce cas d'étude et le chronique. Hein. Aude Fauvel résume notamment fort bien les propos du journaliste intellectuel et homme politique Yves Guyot, qui s'est caché derrière les pseudo-lettres d'un infirmier dans le journal La Lanterne à l'époque. 4 arguments sont articulés les uns aux autres au gré des chroniques d'Yves Guyot, qui rappelleront ensuite, bien sûr, celles plus tardives d'Albert Londres, ou aussi bien d'Antonin Artaud, dans les années 20. Premier argument, l'impossibilité de produire une séparation rigoureuse entre malades mentaux et sains d'esprit, qui marque l'incompétence des spécialistes. Deuxièmement, le risque qui en découle d'enfermement arbitraire, puisque depuis la loi de 1838, la décision de séquestration est confiée au médecin. C'est le fameux certificat médical. Troisièmement, l'impuissance thérapeutique qui peut engendrer comme effet pervers ces cycles de violence sur les malades, comme ceux constatés dans l'affaire Appert. Quatrièmement, enfin, une proposition, d'Yves Guyot, une apologie du non-restraint anglais, autrement dit l'abandon des mesures de contention, de contrainte, à commencer par la camisole, mais également l'abandon des asiles fermés. Alors, à lire les chroniques du pseudo-infirmier Guyot, qui sont intitulées d'ailleurs sobrement Les Aliénés, chroniques lancées en amont de l'affaire Appert, dès 1879, et poursuivies après le crime d'Estorey, le premier argument, celui de l'incompétence des spécialistes, rejoint une critique beaucoup plus tardive, qu'on verra, du mythe de la maladie mentale, comme celle de Thomas Szasz, par exemple, dans les années 60, 1961. Je cite Aude Fauvel, qui elle-même, d'ailleurs, résume les critiques de Guyot. Premier constat, l'aliénisme n'est fondé sur aucun savoir scientifique. Les psychiatres sont même tout simplement incapables de définir la folie, de proposer, et elle cite ici Guyot, un critérium certain pour distinguer un fou d'un individu qui ne l'est pas. Ils ne peuvent discerner l'humeur sombre de passage et la folie. Pire encore, ils ont inventé le terme de manie résonante qui permet toutes les dérives. En effet, dans ce genre d'aliénation, et elle cite à nouveau Guyot, moins un malade déraisonne, plus il est gravement atteint. À partir de là, tout le monde est susceptible d'être fou, sauf peut-être l'aliéniste, car il est vrai que pour être un maniaque raisonnant, il faut être intelligent. Fin de citation. Alors que la séparation entre folie et raison soit difficile à produire, que la théorie de la manie résonante apparaisse comme le maquillage savant d'une impuissance clinique, que l'ordre de séquestration des supposés aliénés par les aliénistes vienne simplement se substituer aux lettres de cachet de l'absolutisme. Ce sont là autant de critiques courantes à la fin du XIXe siècle auxquelles les aliénistes sont sommés d'apporter des réponses. Ils s'y soustraient parfois, souvent même, pourrait-on dire.
en identifiant purement et simplement leur point de vue à celui de l'État, et l'État sous sa forme tardive, celle de la République. Autrement dit, en assimilant la critique de l'aliénisme à la critique de la jeune République, ou pire encore, en qualifiant de fous ou de demi-fous les critiques de l'asile. Que fait Benjamin Ball à son tour? Benjamin Ball, lui, répond à ces objections en psychiatre universitaire et non par une apologie pure et simple de la clinique ou de l'asile, mais par une série de glissements. D'abord dans ses leçons sur les maladies mentales, qu'il publie à plusieurs reprises, d'abord en 78-79, puis en 83, puis en 90, il propose une étude comparative à l'échelle internationale, Europe, Russie, États-Unis et Canada en l'occurrence, des mesures de séquestration et de contention des aliénés, mais aussi des relations entre juges et médecins, ceci pour interroger le bien fondé, dont il doute pour sa part, du transfert de la décision de séquestration de l'expert à l'autorité judiciaire. Est-ce que les juges sont mieux fondés à décider qui doit être enfermé et qui ne doit pas l'être? Il s'attaque par ailleurs de manière comparative encore au problème de la classification des maladies mentales et de leur valeur, en distinguant entre les approches réalistes et nominalistes des maladies, ainsi que de leur étiologie, sans prendre parti pour aucune école. Enfin, et c'est là évidemment notre sujet, il interroge la zone grise, la zone intermédiaire, le continuum qui semble s'être qui fait précisément l'objet de cette conférence. Alors comment maintenant arpenter cette vaste région qu'on croyait désertique? Comment l'organiser en départements selon le modèle administratif alors régnant? Quelles conséquences pratiques tirer de notre connaissance? Voilà autant de questions évoquées dans la fameuse conférence Les frontières de la folie. Alors, en premier lieu, Ball reprend à sa charge un argument des anti-aliénistes. Il faudrait savoir distinguer entre fou et acte fou. Il est en effet bien peu d'hommes qui puissent se vanter d'avoir suivi pendant toute leur vie une ligne parfaitement droite et d'avoir toujours eu une conduite parfaitement raisonnable, nous dit Ball. Cet argument, qui est aussi celui d'un moraliste, pas forcément d'un psychiatre, Ball le sert avec une référence littéraire tirée du Roland furieux de l'Arioste. Dans cet épisode où le paladin Astolphe se rend sur la Lune, sur un hippogriffe, afin de retrouver la raison perdue du chevalier Roland. C'est sur la Lune qu'on retrouve la raison. Il y est reçu par Jean l'Évangéliste, qui le mène dans une sorte de magasin ou de pharmacie où se trouvent les fioles contenant le bon sens des hommes. Ball poursuit, je le cite. En cherchant la raison de Roland, Astolphe est surpris et même scandalisé de trouver une bouteille qui porte son étiquette « Raison d'Astolphe ». Comment s'écrie-t-il? Mais je ne suis pas fou, je sens parfaitement que j'ai mon bon sens. Calmez-vous, lui dit le saint apôtre, et puisque la Providence vous favorise, ouvrez cette bouteille pour en respirer le contenu. Astolphe obéit, et à peine avait-il repris sa raison qu'il s'aperçut que pendant toute son existence, il n'avait fait que des folies. Comme vous le voyez, dans cette conférence de Bâle, l'argument des anti-aliénistes est ici réversible et même renversé. Quand ces derniers avancent que les supposés aliénés sont pour la plupart raisonnables et qu'il faut en conséquence les libérer, Bâle nous dit que la plupart des hommes se comportent bien souvent comme des fous ou comme des demi-fous. Mais si les règles du diagnostic des médecins les auraient fait volontiers passer pour fous, cependant, écrit-il, à aucune époque de leur vie, il n'eût été légitime de les enfermer. En d'autres termes, la démarcation entre fous et non-fous, établie par les médecins, n'est pas superposable à celle qui place d'un côté les individus dans des asiles et qui, de l'autre, les laisse circuler. Bien des fous ou des demi-fous circulent librement toute leur vie durant sans inquiéter personne. C'est que la folie de leur conduite n'exclut pas la raison ou, comme on va le voir, ne fait pas s'éteindre le jugement, critère qui distingue l'aliéné proprement dit du demi-fou
et qui va dessiner proprement notre frontière. Mais pour Subal, n'allons pas trop vite, il faut procéder avec méthode. Je cite à nouveau. Pour procéder par ordre et introduire quelque clarté dans le sujet, il faut établir dans ce vaste territoire quelques départements et signaler quelques-unes des catégories dans lesquelles on peut ranger ces intelligences souvent brillantes et même privilégiées, qui par certains côtés se trouvent hors cadre. Alors si dans la suite de sa conférence, Benjamin Ball, qui était un excellent conférencier, semble plus conduit par ses exemples que par la méthode qu'il affiche et qu'il exige de voir appliquée, on peut toutefois s'efforcer de reconstituer les moments de sa démonstration. Je vais essayer de le faire avec vous. Pour identifier ceux qui sortent du cadre, encore faut-il disposer d'un cadre. Mais quel est-il? Il me semble là qu'il va me falloir très brièvement ferrailler avec quelques-uns de mes collègues historiens. En effet, on a eu tort, me semble-t-il, récemment, encore, de faire de Benjamin Ball, dans sa fameuse conférence sur les frontières de la folie, le découvreur des États limites, ou de ce qu'on appelle le borderline syndrome, syndrome limite ou syndrome borderline. S'il parle effectivement de frontières, de limites, son outillage intellectuel pour les dresser est des plus classiques, comme on va le voir, et il me semble que ce serait un anachronisme que de faire rentrer ce fameux borderland dans ce supposé désert en réalité surpeuplé que constitue la demi-folie. Du reste, si l'on retient la définition de la personnalité borderline du DSM-5, par exemple, celle-ci ne recouvre qu'une partie de la zone frontalière, celle qui concerne ce qu'on nomme à l'époque les impulsifs. En effet, selon le DSM-5, je cite le DSM, la caractéristique essentielle de la personnalité borderline est un mode général d'instabilité des relations interpersonnelles, de l'image de soi et des affects, avec une impulsivité marquée qui apparaît au début de l'âge adulte et qui est présente dans des contextes divers. Les sujets borderline ont un type de relation marqué par l'instabilité et l'intensité. Ils sont très sensibles aux circonstances, ont une peur panique de l'abandon et peuvent entrer dans des colères terribles ou des manifestations de désespoir tout aussi extrêmes qui les poussent à commettre des actes de mutilation, des gestes suicidaires, etc. Donc, première erreur, essayer d'interpréter ces frontières comme recouvertes intégralement par le borderline. Alors, c'est séduisant, la métaphore est séduisante, mais comme on va le voir, les impulsifs ne font pas tout. Une autre erreur consisterait à vouloir faire des demi-fous qui peuplent notre territoire de simples névrosés. Alors, la théorie des névroses, en cette fin du XIXe siècle, est en cours de dissolution, comme on dit, de décomposition. Mais elle renferme encore, on n'est pas en 1890, 10 ans plus tard, où on aura quasiment retenu dans la catégorie des névroses que le couple infernal de l'hystérique d'un côté et du neurasthénique de l'autre. Non, non, elle renferme encore, au tout début des années 80, tous les troubles fonctionnels allant de la paralysie motrice aux troubles de la sensibilité, puis à la neurasthénie et bien sûr à l'hystérie. C'est un fourre-tout indescriptible, comme le montre du reste le traité d'Axenfeld. Axenfeld consacre un traité aux névroses en 1863, et ce traité est republié avec l'aide de son disciple Henri Huchard en 1883. Et dans la deuxième édition de 83, les deux auteurs rappellent qu'il s'agit d'une catégorie nosologique foncièrement impure, ou comme ils l'écrivent, l'expression de notre ignorance élevée à la hauteur d'un caractère nosologique. Du point de vue étiologique, cette ignorance se manifeste non seulement dans l'absence d'instruments adéquats permettant d'identifier certaines lésions microscopiques, mais dans l'absence d'occasions permettant même de mener à bien cette investigation. Du point de vue symptomatologique, il semble impossible de distinguer rigoureusement entre des troubles nerveux sans et avec lésions organiques sous-jacentes. Par exemple, entre un trouble épileptiforme sans lésion repérable et une attaque d'épilepsie accompagnant, par exemple, certaines tumeurs cérébrales, ou entre une névralgie
sans cause organique, une sciatique névrotique, et une autre associée à un pincement effectif, voire même à un écrasement d'un nerf. Il n'y a pas non plus rigoureusement de sens à dire qu'une névrose imiterait une maladie organique. Tout simplement parce que les limites de cette imitation ne peuvent être établies à l'époque du point de vue clinique. L'imitation peut être parfaite et ne laisser rien repérer de ce qui manque. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a pu dire de l'hystérie qu'elle était grande imitatrice. Et du point de vue étiologique, nous n'avons pas de preuve de l'absence effective de toute maladie organique sous-jacente. Aussi, l'apparence des symptômes, pas plus que l'absence de lésions identifiables, ne permettent d'isoler les névroses d'autres troubles nerveux dont la cause organique serait-elle clairement assignable. En d'autres termes, la limite frontière, à nouveau, entre ce qui est névrose et ce qui ne l'est pas, n'est que le fruit d'une convention. Et des névroses, on est appelé à rediscuter dans la longue durée. Dès 1925, par exemple, au symposium de Cassel, les psychiatres et les neurologues s'interrogent sur la nécessité de faire disparaître ce concept. Et comme vous le savez sans doute, le DSM-3, tout début des années 80, propose la disparition du concept de névrose des catégories médicales. Non, décidément, le cadre de Bâle n'est ni celui des états limites du borderline syndrome, bien postérieur et recouvrant à la rigueur une sous-catégorie que nous allons regarder, la sous-catégorie plus ancienne des impulsifs, ni celui des névroses, étudiés ailleurs, hein, et donnant lieu donc à une dissolution qui se poursuit en quelque sorte. C'est bien à partir d'une certaine entente toute classique de la folie que Bâle délimite ses frontières et pénètre dans cette zone frontalière si vaste. Cette entente classique, elle nous est fournie par la définition d'Esquirol que Bâle conservait dans la deuxième de ses leçons sur les maladies mentales, leçon intitulée De la folie en général. Voilà ce que nous disait Benjamin Bâle. Je me contenterai de vous rappeler la définition classique d'Esquirol. La folie est une affection cérébrale ordinairement chronique, sans fièvre, et caractérisée par des désordres de la sensibilité, de l'intelligence et de la volonté. Malgré ces imperfections que nous sentirons de plus en plus vivement à mesure que nous pénétrerons au cœur de la question, cette formule donne une idée assez nette et assez précise du sujet pour que nous puissions, à titre provisoire, nous en contenter. Alors, la définition d'Esquirol, pour insuffisante qu'elle soit, en particulier dans sa première partie, chronicité, absence de lésions, critères qui sont d'ailleurs même contestés par Bâle au moment où il écrit ses leçons, preuve à l'appui. Cette définition traite la folie proprement dite comme une lésion générale ou une affection globale, un ensemble de désordres qui touchent à la fois, c'est très important, la sensibilité, l'intelligence et la volonté. On a là la clé d'entrée, ou plutôt le cadre, pour voir ce qui est hors cadre. En effet, les individus placés à la frontière de la folie sont, selon Bâle, partiellement touchés. Et les troubles atteignent soit la volonté, soit le sentiment, soit la sensibilité elle-même, sans produire une abolition complète de la vie intellectuelle qui se manifeste par la perte du jugement. Autrement dit, le cadre, puisqu'il y a bien cadre, est à chercher dans une théorie des facultés éminemment philosophique, puisqu'elle est héritée ici de l'empirisme, et transmise à la psychologie. Une théorie des facultés classiquement tripartite. Sensibilité, incluant sensation et sentiment, intelligence ou raison, et volonté. Il est manifeste que dans l'étude des cas limites, les individus qui n'ont pas sombré, seule la faculté intellectuelle subsiste, en particulier le jugement. C'est ce même jugement qui, dans une certaine mesure, prévient l'aliénation proprement dite, et avec elle la perte de la liberté morale du sujet, qui signe son irresponsabilité pénale, mais anticipe aussi, dans la loi de 1838, sur sa séquestration devenue alors nécessaire. Ainsi, Bâle commence-t-il son arpentage de la zone limite par les troubles de la volonté. Je le cite. Il est incontestable que tous les aliénés raisonnables
si je puis ainsi parler, de tous ces aliénés raisonnables, les plus intéressants sont ceux dont les actes et non pas les discours trahissent la folie. La première place par ordre de mérite appartient donc aux impulsifs. Ce sont des malades, j'emploie ce mot dans le sens psychique, qui sans aucun délire de jugement, j'insiste là-dessus, hein, sans aucun délire de jugement, éprouvent à certains égards un délire de la volonté et peuvent quelquefois même devenir criminels. Fin de citation. Les impulsifs sont donc des individus souffrant de troubles de la volonté, diversement contrôlés par le jugement, qui peuvent être plus ou moins inoffensifs ou offensifs, c'est selon. On rencontre parmi eux le docteur Johnson, qui ne pouvait se promener dans les rues de Londres sans toucher les poteaux à mesure qu'il les passait. Quand il en avait oublié un, il revenait en arrière pour le toucher. Je dirais un cas typique de trouble obsessionnel compulsif, de TOC, pour nous aujourd'hui. Ou encore l'évêque Butler, j'insiste sur les références anglaises, hein, Bâle et britannique aussi bien, d'origine, parlait à peu près 7 langues, hein, il parlait de nombreuses langues, et il est très informé de la littérature, notamment anglo-saxonne, sur la question. L'évêque Butler, qui luttait sans cesse pour ne pas laisser échapper les blasphèmes qu'il brûlait de proférer. Peut-être un cas cette fois de syndrome de Gilles de la Tourette, je ne sais pas. Autre cas, un médecin ami de Bâle tentait de se jeter des trains en marche. Ou encore des kleptomanes, mais aussi, bien sûr, plus problématique, des sujets portés vers l'homicide, comme cet artiste constamment tenté d'étrangler ses proches et qui dit à Bâle, en pleine consultation, après avoir raté ses misères, au moment même où je vous parle, j'éprouve un vif désir de vous étrangler. Mais je me retiens. Ce qui place ce dernier à la frontière de la folie, c'est précisément sa capacité à se retenir avant le passage à l'acte lui-même, qui est à la fois la sanction du jugement et l'effort de la volonté pour se limiter elle-même. Ce sont sans doute ces exemples qui ont incité les lecteurs récents à faire de Bâle le découvreur justement du borderline syndrome, en faisant purement et simplement fusionner les deux frontières de la folie et du borderland, le borderland là recouvrant l'impulsivité ou la catégorie des impulsifs. Mais ce n'est pas tout. La frontière ne s'arrête pas là. Et c'est ça qui importe aussi pour nous. En effet, des impulsifs, Bâle passe ensuite aux mystiques. Et il cite le cas de ce notaire de Neuchâtel, qui est en Suisse cette fois-ci, d'une grande probité et d'une non moins grande piété, dont on avait découvert à son décès qu'il avait établi un contrat de société avec Dieu, plus exactement, je cite, entre le grand Dieu souverain, l'Éternel tout-puissant et tout-sage d'une part, et moi, sous-signé Isaac Voigneux, notaire, son très chétif, très soumis serviteur et zélé adorateur d'autre part. C'est là, vous le voyez, un dérèglement du sentiment de piété qui est ici en cause, qui conduit Bâle à placer à côté des mystiques les obsessionnels, les sceptiques, ceux dont l'esprit confine à la folie du doute, porté sur sa propre existence ou sur l'existence du monde extérieur, mais aussi les vertigineux, les agoraphobes, les claustrophobes, les topophobes ou encore les hypochondriaques. Dans chacun de ces cas, on rencontre non pas cette fois-ci un trouble de la volonté, mais bien un trouble profond du sentiment, sentiment religieux, sentiment de contrainte, sentiment de son existence, sentiment de son corps et de sa propre santé, d'où évidemment les troubles somatomorphes ou somatoformes des hypochondriaques. Ainsi, je cite Bâle à nouveau, poussé au-delà de certaines limites, l'hypochondrie, par exemple, verse dans l'aliénation mentale. Mais tous les médecins ont vu se développer chez des personnes d'esprit sain des conceptions absolument délirantes au sujet de leur santé. Citons-en un exemple frappant. Une dame se présente chez un spécialiste fort connu et lui dit « Monsieur, je viens vous consulter pour une maladie de la prostate. »
Mais madame, s'écrie le praticien fort étonné, vous n'avez pas de prostate. Comment, monsieur, répond la dame avec indignation, je n'ai pas de prostate. Mais je viens de lire un ouvrage de médecine sur les maladies de la prostate et j'en éprouve absolument tous les symptômes. Sibal liste ensuite d'autres catégories de demi-aliénés qu'il ne pourra étudier, les excentriques, les irritables, les séniles, les sexuels, les inventeurs, etc. Sans qu'on sache exactement à quel type de trouble chacune réfère, ces dernières analyses qui nous importent ici sont consacrées aux hallucinés, soit aux troubles de la sensibilité, qui, s'ils ne sont pas limités par une censure du jugement, sont des symptômes les plus manifestes de la folie. Je cite à nouveau Bâle. C'est avec une juste raison que mon excellent ami le docteur Lui, et Bâle évoque ici son ami et collègue Jules Lui, qui vient de publier un traité clinique et pratique des maladies mentales en 1881. C'est donc avec juste raison que mon excellent ami le docteur Lui fait des hallucinés une classe à part parmi les vésaniques. Sans doute, les hallucinations, dans la plupart des cas, sont un symptôme de la maladie mentale qui domine la situation. Mais il arrive souvent que ces troubles sensoriels deviennent le point cardinal de la vésanie, l'origine réelle des conceptions délirantes. Le malade devient alors fou parce qu'il est halluciné. Il faut à cet égard établir deux classes de sujets. Les uns conservent l'équilibre nécessaire pour juger leurs hallucinations. Les autres en subissent toute l'influence. Les premiers sont bien sur la frontière de la folie. Les seconds l'ont complètement franchi la frontière. Dans le cadre de l'hallucination, comme vous le voyez, soit un trouble majeur de la sensibilité, les entendeurs de voix, par exemple, qui forment association aujourd'hui, le risque de passer de la folie partielle à la folie proprement dite est des plus grands pour Benjamin Bâle. Car dans l'ordre de la Genèse, et là, Bâle hérite encore de ce système des facultés que j'évoquais tout à l'heure, celui tiré de l'empirisme, il s'agit bien de la première faculté à partir de laquelle naissent les autres, par simple application de l'esprit. On désigne soit comme perception, soit comme réflexion. Et on a de nombreuses attestations dans les leçons sur les maladies mentales de Benjamin Bâle, de cette lecture somme toute très condillacienne de la genèse des facultés les unes à partir des autres. Je mentionne ici bien sûr Condillac, hein, le philosophe empiriste du XVIIIe, et son fameux traité des sensations, hein, de 1852, où Condillac nous dit « tout est sensation transformée », on dit la sensibilité est le point de départ de toutes les opérations de l'esprit. Le trouble de la sensibilité non seulement confine à la folie, il y incline. Ainsi d'un cas d'intoxication typique dont les conséquences pouvaient conduire à la démence. Je cite à nouveau la conférence de Bâle. C'est parmi les hallucinés conscients que se place le jeune homme que je compte vous présenter à la fin de cette conférence. C'est un chimiste des plus intelligents qui s'est occupé de résoudre un problème industriel de la plus grande importance. Je n'ai pas réussi à trouver son nom, mais peu importe. Il a voulu fonder un nouveau procédé de dorure. C'est en respirant les émanations produites par ces manipulations chimiques que sa santé se serait altérée, d'après lui. On dit c'est un cas d'intoxication. Il a commencé par entendre une voix qui lui disait « ôte-toi de là ». Puis il a éprouvé des élancements, des fourmillements, des picotements sur diverses parties du corps. Enfin, depuis quelque temps, il respire perpétuellement l'odeur d'acide cyanhydrique. C'est pour se débarrasser de ces hallucinations dont il juge très bien le caractère illusoire, mais qui l'inquiète à juste raison, qu'il a demandé à être placé dans un asile pour y être traité. C'est donc un halluciné conscient, mais il est sur les frontières de la folie, car souvent, un malade, après avoir longtemps résisté à ses hallucinations, finit par y croire et devient aliéné.
Fin de citation. Avec cette procession bigarrée des demi-fous, Bâle ne propose donc pas un ensemble de catégories qui résistent à la folie classique, comme les états limites, qui ne seront théorisés qu'après lui, ni qui l'excèdent, comme les névroses, dont la délimitation est encore un problème, une décennie avant l'avènement de la psychanalyse. En cela, assurément, Benjamin Bâle n'est pas un innovateur. Sa doctrine pourrait plutôt se caractériser comme un exemple typique d'analyse de l'esprit ou de décomposition des facultés, qu'on pourrait fort bien, du reste, associer à une théorie de l'automatisme psychique qu'on retrouvera plus tard chez des représentants de l'analyse psychologique et non pas de la psychanalyse, Pierre Janet au premier titre. Chaque trouble partiel qui place le sujet psychique aux frontières de la folie serait en quelque sorte l'involution ou la dissolution d'une faculté séparée. Volonté, sentiment ou sensibilité en l'occurrence. La folie proprement dite résidant dans le caractère plus général du phénomène de dissolution, affectant simultanément les trois facultés, sensibilité, sentiment, d'une part, volonté d'autre part, raison enfin. Et donc, cette fois-ci, sans épargner l'intelligence ou la faculté de juger. Autrement dit, si tous les demi-fous circulent librement et vaquent à leurs occupations, ceci ne tient pas au fait que le psychiatre manque d'un critérium pour séparer la folie de la raison, comme le lui reprochait l'anti-aliéniste. Mais c'est que les conditions ne sont pas réunies pour que nous soit présenté le tableau complet de la folie. Je cite à nouveau Bâle. Je crois vous avoir suffisamment démontré la proposition formulée au début de cette conférence. Nous sommes entourés de gens qui occupent une position plus ou moins élevée dans la société, qui vaquent à leurs occupations, qui remplissent en apparence tous leurs devoirs, et dont l'intelligence présente cependant des points faibles, des conceptions vraiment délirantes, des impulsions insensées, sans qu'il soit possible de les enfermer, car on ne saurait les ranger catégoriquement au nombre des fous. Il est inquiétant sans doute de penser que le mécanicien qui conduit le train où nous sommes embarqués a peut-être des hallucinations, que l'avocat que nous allons consulter est peut-être atteint de folie du doute, que le notaire qui rédige nos contrats a peut-être passé un acte de société avec le créateur des mondes. Mais il faut en prendre son parti. Un dernier mot pour conclure, pour ma part, en accompagnant l'ouverture de Bâle dans les frontières de la folie. Dans la 17e de ses leçons sur les maladies mentales, ce fort volume, un millier de pages consacrées aux causes de la folie, Bâle avait souhaité s'éloigner pour sa part des thèses de l'hérédité ou de la dégénérescence défendues par ses contemporains. Il était l'un des premiers à intégrer à l'aliénisme les premiers éléments de statistique et les premières explications sociologiques. En apparence, les chiffres parlent d'eux-mêmes et semblent attribuer aux pays les plus avancés en culture intellectuelle la plus forte proportion d'aliénés. Ainsi, voilà les statistiques recueillies par Bâle. On trouve un aliéné en Autriche sur 1083 habitants. En Prusse, 1 sur 447. En Angleterre, 1 sur 365. En Saxe, 1 sur 385. En Bavière, 1 sur 927. En Suède, 1 sur 998. En Norvège, 1 sur 294. En Danemark, 1 sur 360. Aux États-Unis, 1 sur 622. En France, où il existe environ 84 000 aliénés sur une population de 37 millions d'habitants, la proportion serait de 1 sur 440. Le degré de folie des individus semblerait donc proportionnel non pas à la dégénérescence de la population, mais bien au degré de civilisation. Bien sûr, annonce Bâle un peu plus loin, malicieusement,
On a sans doute affaire là à un biais statistique typique, un artefact, puisque, je le cite, si dans les pays les plus civilisés, on constate l'existence d'un plus grand nombre de fous, cela tient peut-être à ce que les méthodes de dénombrement sont mieux organisées ou simplement plus rigoureusement appliquées. Mais alors, quelle corrélation, pour finir, établir entre le demi-fou et la civilisation? À l'occasion d'un tel débat, et au terme de sa conférence, Bâle renoue le lien d'humanité qu'il souhaitait indissoluble entre l'aliénisme et l'aliéné. Si le fou d'une part, le demi-fou d'autre part intéresse tant les médecins, c'est parce qu'ils offrent aussi, surtout, l'expérience de personnalités originales, hors du commun, qui font littéralement avancer l'humanité. C'est du reste plus vrai du demi-fou que de l'aliéné lui-même, dont les facultés intellectuelles sont atteintes et parfois même éteintes. Quand l'anti-aliénisme répandu dans la société civile, comme je vous le disais en ouverture de cette intervention, prétend faire de l'aliéniste l'adversaire de l'aliéné, cet expert qui viendrait en quelque sorte tuer le génie à coups de contention et de traitement, Bâle entend ici rappeler, dans une conclusion somme toute émouvante, qu'il s'agit de son meilleur allié, le mieux à même de reconnaître dans la figure du fou celle du génie à naître. S'il est vrai, nous tenons tous, s'il est vrai, pardon, que nous tenons tous du médecin, du poète et du fou. Je cite Bâle pour conclure. Non seulement ces demi-aliénés arrivent souvent à de hautes positions, mais encore ils exercent parfois une influence incontestable sur leur entourage, sur leur pays, sur le siècle où ils vivent. Les hallucinations de Jeanne d'Arc ont opéré un miracle que l'héroïsme des meilleurs capitaines n'avait pu réaliser. Et parmi les hommes célèbres qui ont remué de fond en comble leur époque, il en est plusieurs qui, s'ils n'étaient pas absolument fous, étaient au moins des demi-aliénés. C'est qu'en effet, ces esprits placés sur la limite extrême de la raison et de la folie sont souvent plus intelligents que les autres. Ils sont surtout d'une activité dévorante, précisément parce qu'ils sont agités. Enfin, ils possèdent une puissante originalité, car leur cerveau fourmille d'idées absolument inédites. Lisez l'histoire et vous verrez que ce sont eux surtout qui ont révolutionné le monde, qui ont fondé des religions nouvelles, créé et renversé des empires, sauvé des nations, à moins de les perdre, et laisser leur empreinte sur la science, la littérature, les mœurs de leur pays et de leur temps. La civilisation serait souvent restée en arrière s'il n'y avait pas eu des fous pour la pousser en avant. Sachons donc rendre hommage à la folie et reconnaissons en elle l'un des principaux agents du progrès dans les sociétés civilisées et l'une des plus grandes forces qui gouvernent l'humanité. Je m'arrête en même temps que Bâle et je vous remercie pour votre attention.